Bonsoir, bienvenue sur Euronews. Merci d'être avec nous pour ce nouveau rendez-vous avec l'information. Tout de suite, on regarde le sommaire de ce mardi 9 juillet. Les Européens exhortent l'Iran à renoncer à ses activités d'enrichissement de l'uranium. Ils multiplient les manœuvres diplomatiques pour faire baisser la tension. Hong Kong enterre son projet de loi controversé sur les extraditions vers la Chine, mais la profonde crise politique n'est pas pour autant terminée. Les revendications sont désormais plus larges. Et puis plusieurs pays d'Asie du Sud-Est ne veulent plus servir de dépotoir à l'Occident. Après la Malaisie et les Philippines, l'Indonésie renvoie à son tour des tonnes de déchets vers l'Australie, l'Allemagne ou encore la France. Comment ramener Téhéran à respecter ses engagements sur le nucléaire et éviter le pire dans une région sous haute tension? Les Européens, en première ligne, redoublent d'efforts pour sauver l'accord de 2015. Annelise Fantino. L'Europe exhorte l'Iran à respecter les limites fixées par l'accord sur son programme nucléaire. Après les dernières menaces de Téhéran d'augmenter encore son enrichissement d'uranium, l'Union poursuit les discussions pour tenter de sauver le texte dont Washington s'est retiré l'an dernier. Nous avons demandé à l'Iran de ne pas prendre de nouvelles mesures qui compromettraient l'accord sur le nucléaire. Et nous l'exhorterons à cesser et à revenir sur ces activités qui sont contraires aux engagements pris dans ce cadre. Cela inclut la production d'uranium enrichi au-delà de la limite imposée par cet accord. Beaucoup d'efforts sont en train d'être réalisés pour préserver ce texte qui, comme nous l'avons dit, est un accord crucial pour la région et bien au-delà. Ce lundi, Téhéran a menacé d'accroître encore son enrichissement d'uranium à un niveau plus de 5 fois supérieur au plafond imposé par l'accord. Je pense qu'il n'y a pas d'autre moyen, c'est le seul levier dont nous disposons, car il n'y a pas d'autre solution pour faire pression sur l'Europe et sur l'Amérique. Déjà, nous n'aurions pas dû accepter l'accord. Il était évident que l'Amérique n'allait pas s'engager et que c'était une mascarade. Ils devraient écouter les Américains et les Américains devraient les écouter. Cela donnerait sûrement de meilleurs résultats. Depuis 2 mois, l'Iran a annoncé s'affranchir progressivement de ses obligations liées à l'accord de Vienne conclu en 2015 pour que les parties restantes lui permettent de retirer les bénéfices économiques initialement escomptés de ce pacte. Sous la pression de la rue, le gouvernement de Hong Kong retire son projet de loi d'extradition vers la Chine continentale. Un recul pour mettre fin à la crise sans précédent qui secoue l'ancienne colonie britannique. Mais la contestation est loin d'être éteinte. Le point avec Olivier Peggy. À Hong Kong, les manifestants ne semblent pas décidés à cesser leur mouvement de contestation. À l'origine de ce mouvement, un projet de loi autorisant les extraditions vers la Chine. Face à la colère d'une grande partie de la population, la chef de l'exécutif a fait marche arrière. Mais cela ne suffit pas pour ces leaders de la contestation qui craignent un tour de passe-passe de la part des autorités. Il n'existe pas de définition pour le terme « suspendre » au sein du Conseil législatif. Karim a dit que le texte était suspendu, mais cela ne correspond à rien sur le plan légal. Je pense que vous pouvez éplucher tous les documents officiels à Hong Kong et nulle part on ne trouve le terme « mort ». Dans une allocution ce mardi, la chef de l'exécutif a reconnu que ses tentatives pour faire adopter le texte avaient été, je cite, un échec total. Il existe toujours des doutes persistants sur la sincérité du gouvernement ou des inquiétudes sur le fait que le gouvernement puisse relancer le processus devant le Conseil législatif. Alors je voudrais le répéter ici, il n'y a aucun projet en ce sens. Le projet de loi est mort. La colère des manifestants s'est traduite il y a une semaine par le saccage du Parlement. Aujourd'hui, Carrie Lam tente de reprendre la main, comme l'explique notre correspondant. Carrie Lam a fait un geste notable. En face, on a un mouvement de contestation qui n'a pas de réel leader, même si vous avez certains manifestants qui font des déclarations dans les médias. En déclarant que le texte était mort, Carrie Lam tente de couper l'herbe sous le pied des manifestants. Et cette stratégie pourrait s'avérer payante pour elle si elle parvient à convaincre qu'elle est sincère et que le projet de loi est bel et bien mort.
Ces manifestations à Hong Kong durent depuis plusieurs semaines. Cette crise politique est la plus sérieuse depuis la rétrocession de Hong Kong à la Chine en 1997. Peut-on parler de coup de canif dans la relation spéciale entre Londres et Washington? La fuite de câbles diplomatiques britanniques critiquant Donald Trump crée des remous entre les deux alliés. Les explications d'Audrey Tilve. C'est le dernier épisode d'un feuilleton qui empoisonne les relations entre Londres et Washington depuis dimanche. La presse avait alors publié des câbles de l'ambassadeur britannique à Washington dans lesquels il disait l'administration Trump inepte et dysfonctionnelle. Dans une série de tweets, le président américain s'en est pris cette fois directement à Theresa May, estimant que la nomination d'un nouveau Premier ministre serait une bonne nouvelle pour le Royaume-Uni. Il a aussi fait savoir que son administration n'aurait plus de contact avec l'ambassadeur Kim Darroch. Car si Londres a regretté la publication de ces mémos au vitriol et s'en est excusé, Kim Darroch ne sera pas démis de ses fonctions, du moins pas tant que Theresa May sera encore aux commandes. Un successeur doit être nommé le 23 juillet et il prendra la tête du gouvernement britannique dès le lendemain. C'est la conséquence du durcissement de la politique migratoire en Italie. L'ancien plus grand centre d'accueil de demandeurs d'asile en Europe, situé en Sicile, est définitivement fermé. Une victoire pour Matteo Salvini, le ministre italien de l'Intérieur. Ce site était considéré comme le plus grand centre d'accueil de migrants en Europe. Localisé à Mineo, dans le centre de la Sicile, en Italie, il a hébergé jusqu'à 4000 personnes en même temps. Le bouillant ministre italien de l'Intérieur s'était engagé à le fermer et c'est chose faite depuis ce mardi. Matteo Salvini s'est rendu sur place pour s'en assurer et pour s'en féliciter devant les journalistes. Nous sommes passés des paroles aux actes et je suis sûr que tous les collègues se souviendront de toutes les enquêtes judiciaires menées dans ce centre. Le réseau de mafia nigériane, le trafic de drogue, la prostitution, les viols et les homicides perpétrés dans la région. Les derniers occupants de ce centre ont été transférés ces dernières semaines vers des structures plus petites et mieux contrôlées. Cela s'inscrit dans le cadre du durcissement de la politique migratoire voulue par Matteo Salvini. La zone euro enterre les promesses de campagne de Kyriakos Mitsotakis. Le nouveau Premier ministre grec ne pourra pas dévier des engagements pris par son prédécesseur. Le pays reste sous la surveillance étroite de Bruxelles. Olivier Peggy. Un nouveau Premier ministre, un nouveau gouvernement. La Grèce a tourné la page Alexis Tsipras, battu aux législatives de ce dimanche. Pour autant, son successeur, Kyriakos Mitsotakis, n'aura pas toute latitude pour changer complètement de cap. Le pays reste sous la surveillance rapprochée des bailleurs de fonds. Ce lundi, les ministres des Finances de la zone euro, réunis à Bruxelles, l'ont d'ailleurs rappelé. Une mise en garde adressée aux nouvelles autorités à Athènes. Les engagements sont des engagements. Et si nous les brisons, alors la crédibilité sera la première chose à s'effondrer. Ce qui entraînera un manque de confiance, d'investissement et, au bout du compte, de croissance. Mon conseil, c'est donc de tenir ces engagements. Dimanche soir, dans une première allocution après sa victoire électorale, Kyriakos Mitsotakis avait indiqué qu'une période douloureuse se refermait. Mais à en croire les grands argentiers européens, la page de l'austérité n'est pas totalement tournée. Nous sommes préoccupés par certaines des décisions prises ces 2 derniers mois et adoptées au Parlement par tous les principaux partis. Ces décisions ne sont pas bonnes pour la croissance car elles font reculer certaines réformes et ne dépensent pas tout le budget d'investissement public. Klaus Regling fait référence à des allègements fiscaux et des primes pour les retraités votés ces dernières semaines par le Parlement grec. Pas vraiment du goût des créanciers européens, soucieux d'éviter les dérapages à Athènes.
Je vous le disais en titre, l'Asie du Sud-Est ne veut plus être la poubelle du monde. Chaque année, elle reçoit des tonnes de déchets plastiques qui terminent souvent dans des décharges à ciel ouvert. Aujourd'hui, c'est retour à l'envoyeur. Regardez. Ces amas de déchets, l'Indonésie ne compte plus les accueillir les yeux fermés. Il y a quelques jours, l'archipel a décidé de renvoyer ses 49 containers dans leurs pays respectifs. Le message est limpide. À l'image de la Chine et d'autres pays d'Asie du Sud-Est, l'Indonésie n'entend plus être la déchetterie des Occidentaux, du moins pas à n'importe quel prix. À eux de faire correctement le tri en amont, car au milieu des plastiques se trouvaient des détritus en tout genre, voire dangereux, comme l'explique ce responsable de l'île de Batam. Il y avait par exemple des bouteilles qui contenaient un liquide huileux et qui dégageaient une odeur très forte. Il pourrait donc s'agir de déchets dangereux. Quand nous avons ouvert les conteneurs, ça sentait très fort, mais pas dans tous. La cargaison a donc pris le chemin du retour vers les États-Unis, l'Australie, Hong Kong, mais aussi la France et l'Allemagne. Une politique du renvoi désormais récurrente en Indonésie, aux Philippines et en Malaisie, des pays qui avaient pris le relais de la Chine lorsqu'elle avait interdit l'an dernier l'importation des déchets plastiques, mais qui arrivent eux aussi à saturation. D'après le Fonds mondial pour la nature, chaque année 300 millions de tonnes de plastique sont produites et 100 millions se transforment en polluants terrestres et marins. Et puis à noter cette initiative de la France en matière d'environnement. Une écotaxe sur les vols au départ de l'Hexagone de toutes les compagnies aériennes sera appliquée à partir de 2020. Johan Jameta. Il faudra bientôt payer un peu plus avant de monter à bord d'un avion au départ de France. Dès 2020, une nouvelle taxe sera appliquée sur chaque vol, y compris les vols intérieurs, entre 1,5 et 18 €. Une mesure qui sera intégrée au projet de loi de finances 2020 et qui devrait rapporter 180 millions d'euros. Ils seront destinés, selon le gouvernement français, à financer de nouvelles infrastructures de transport, plus écologiques et en particulier le transport ferroviaire. Une annonce très mal reçue par les marchés. L'action d'Air France-KLM a chuté de plus de 5% ce mardi. La direction du groupe dénonce une nouvelle taxation qui pénaliserait, selon elle, la compétitivité de la compagnie. Mais quelques exceptions seront appliquées. Les vols en direction de la Corse, de l'Outre-mer ou encore les correspondances. Leurs passagers n'auront pas à payer cette écotaxe. Un mot de cyclisme, l'Italien Elia Viviani remporte la 4e étape du Tour de France, 213 km entre Reims et Nancy. Le Français Julien Alaphilippe reste en jaune, Cyril Forneris. Une première victoire pour Elia Viviani. Il avait déjà gagné 5 fois sur le Giro, 3 fois sur la Vuelta. Le sprinter italien a levé les bras pour la première fois dans un Tour de France à l'occasion de la 4e étape entre Reims et Nancy. Une belle opération pour sa formation, Quick-Step, qui avait déjà gagné la veille grâce à Julien Alaphilippe, le Français qui conserve son maillot jaune de leader. Après une étape dont le scénario s'est déroulé comme prévu dans les plaines de Lorraine, Elia Viviani devance sur la ligne Alexander Christophe et Caleb Evan. Premier Français à porter le maillot jaune depuis 2014, Julien Alaphilippe n'a pas été inquiété. Il garde 20 secondes d'avance sur son dauphin belge, Wout van Aert. La journée pourrait être plus mouvementée pour lui ce mercredi dans le massif des Vosges. Entre Saint-Dié-des-Vosges et Colmar, plusieurs cols de 2e catégorie attendent le peloton. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, d'autres infos sur Euronews. Excellente soirée à tous et à demain.